Bah, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça, toi? Bah, tu te rappelles? On doit partir à Nohant pour tourner l'épisode sur George Sand. Ah, ok. Je... Allez. Bah... oui, bon, quand même, quoi. Salut les petits gars, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de la petite fabrique de l'histoire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de George Sand. Et non, c'est pas un garçon. En effet, sous ce patronyme se cache une femme charismatique et intelligente. Alors je vous vois venir, vous allez sûrement me demander pourquoi. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, alors attachez vos ceintures, car ça va secouer et on va rentrer dans la vie tumultueuse d'une des plus grandes plumes du 19e siècle. C'est parti! Et oui, la vie de notre petite écrivaine en herbe est déjà digne d'un des romans qu'elle écrira bien plus tard dans sa vie. En effet, Amandine Aurore Dupin de Franqueuil naquit le 1er juillet 1804 d'un officier militaire et d'une cantinière, ce qui n'est pas bien du goût de la grand-mère paternelle car les origines sociales ne sont pas les mêmes. Marie-Aurore de Saxe descend du maréchal Maurice de Saxe, lui-même fils naturel du roi Stanislas de Pologne. Abomination suprême donc, parce que les de la Borde, le côté maternel, vous l'aurez compris, de la famille de la future George Sand, vient du ruisseau. Et du coup, Marie-Aurore de Saxe interdit à son fils de fréquenter la fille de la Borde. Mais le rejeton n'écoute pas du tout et se marie en secret un mois avant la naissance de notre future écrivaine. Quelques temps plus tard, il imagine même un stratagème. En effet, Maurice va amener le petit bambin à la concierge de la maison de Nohant, qui va l'apporter à Marie-Aurore de Saxe, lui demandant de garder l'enfançon, en prétextant que c'est sa petite fille. Marie-Aurore accepte et en croisant le regard d'Aurore, alias Georges plus tard, elle va se rendre compte que c'est sa petite fille, car elle reconnaît le regard de son fils. Et elle tombe complètement gaga de la petite. Pour prouver son affection, elle enlève une de ses bagues, et pas n'importe laquelle, celle que la belle-fille de Louis XV lui a donnée lors de son mariage, et la dépose entre les mains de la petite. Malheureusement, ces années de bonheur ne durent pas bien longtemps, car en septembre 1808, Maurice, le papa de Georges, meurt des suites d'un accident de cheval. C'est alors que pour la grand-mère paternelle, sa haine envers sa belle-fille refait surface et elle décide de lui donner une rente monétaire en échange de la garde de sa fille. Chose que la mère de la future George Sand va accepter, malheureusement. Enfin, heureusement pour sa fille, j'ai envie de dire. Parce que vous verrez plus tard, elle est un peu chiante sur les bords. Du coup, notre futur Georges va passer toute son adolescence avec sa grand-mère. Mais lorsque sa grand-mère meurt, malheureusement, la mère repointe le bout de son nez. Elle est fatigante au possible pour ne pas utiliser d'autres mots. À tel point que Aurore, alias Georges, va décider de se marier avec le baron Casimir du Devant. Ils sont aussi différents que le jour et la nuit, tous les deux. Donc c'est un tout petit peu une mauvaise pioche. Et la preuve, parce que 10 ans plus tard, après 2 enfants, elle va partir avec son amant dans les bagages pour Paris. Et ça va être le début de son aventure littéraire.
Georges arrive donc dans la capitale à 26 ans avec son amant dans les bagages. Et oui, avec Jules Sandeau, dont elle va utiliser le nom Sand, du coup, pour créer son patronyme de plume. Vous avez un peu compris le truc, la rêve? Ouais, c'est bien. Et donc, après un roman à 4 mains, avec son amant, elle va décider d'écrire son propre roman qui s'appelle Indiana et qui va paraître en 1833. Ça va être un véritable succès. En même temps, elle dépeint d'une façon magistrale sa propre vision du mariage comme étant une prison. En même temps, on ne peut pas trop lui en vouloir parce que le sien n'a pas été très heureux. La preuve, alors, en 1824, alors qu'ils étaient en séjour chez des amis avec son baron de mari, ce monsieur a décidé de lui mettre une gifle pour quelques bêtises. En même temps, on ne gifle pas, ce n'est pas malin, ce n'est pas bien, on est des gens civilisés quand même. Donc je disais que son mari l'a giflé, donc en plus d'être ennuyeux comme la pluie, c'était un rustre. Cette petite femme surprend, et en effet le mot petite convient, parce qu'elle faisait 1m56 et se balade vêtue en homme dans tout Paris. Alors avant nos jours à nous, il fallait demander une autorisation pour pouvoir porter un pantalon pour les femmes. Je sais, c'est complètement débile comme règle, mais bon, fait partie de l'époque d'avant. Et donc cette petite femme vêtue en homme se balade dans tout Paris et attire tous les succès. Contre, il y en a certains, il a décrit un peu comme par exemple chez nos grands écrivains, Balzac. S'il était là de nos jours, il ferait sûrement une crise cardiaque. Georges est reçu dans tous les salons parisiens. Tout le monde se l'arrache. Et c'est d'ailleurs là qu'elle va faire la rencontre de ses deux plus grands amours, qui vont être vecteurs de ses plus grandes œuvres. J'ai nommé Alfred de Musset et Frédéric Chopin. Que dire de Georges et de Alfred? Vous voyez un volcan, vous voyez, ou même Pompéi, on pense que tout va bien, alors qu'en réalité, pas du tout. La relation entre ces deux écrivains débute le 17 juin 1833 lorsqu'ils se rencontrent lors d'un dîner organisé par François Bulloz, qui est pour ses collaborateurs de la Revue des Deux Mondes. À la fin du mois de juillet, Musset et Sand deviennent amants. Mais la romance ne dure pas bien longtemps et on peut voir les prémices des tourments qui vont endurer, autant l'un que l'autre, car Musset, déjà un peu torturé sur les bords, voire beaucoup, est pris d'une hallucination au cours d'une balade nocturne lors du mois d'août. Georges décide de ne pas y prêter attention, ou du moins de se dire que ce n'est pas grave. Et les deux tourtereaux projettent de partir sur Venise. Ah, Venise, une des villes les plus romantiques. Sauf que le voyage va pas se passer comme prévu. Arrivé sur Venise, malheureusement, Georges tombe malade, qui dégoûte un peu Musset, qui va aller s'encanailler un peu dans la petite Venise, dans les rues de San Marco. Donc, comme je le disais, les deux tourtereaux décident de partir sur Venise, mais le problème c'est qu'arrivé là-bas, Sand tombe malade. Musset est littéralement dégoûté, parce que ça prend un peu plus de temps que prévu, et donc du coup il décide d'aller s'encanailler dans la petite Venise, pendant que Sand est malade, littéralement en train d'agoniser. Heureusement, elle se remet, mais c'est au tour de Musset de tomber malade. Alors lui, c'est un peu plus sérieux parce qu'il est presque au bord du coma. Encore. Il a des accès de folie, il s'énerve comme pas possible, il casse des objets, c'est vraiment terrible. Ça fait beaucoup là, non? Georges décide donc de faire appel à un médecin, Pietro Pagello. Pagello vient au chevet de Musset, essaye de le soigner tant bien que mal, avec les moyens de l'époque, et une romance commence à naître entre Sand et Pagello, pendant que Musset agonise. Dis donc, j'avais jamais remarqué, hein. Il a un bon cul, Abdoulaye.
D'ailleurs, quand il se remettra un peu, il va s'en rendre compte et il va péter les plombs. Non, toi tu n'es rien du tout. Toi tu sais ce que t'es un délinquant. À tel point que les deux osios décident de partir séparément. Sand, vous imaginez, avec Pagello dans ses bagages. Lorsqu'ils arrivent sur Paris avec Pagello, le problème, c'est qu'il fait un peu tache dans le paysage. Enfin, je veux dire... comment vous dire pour vous donner un ordre de comparaison? C'est un peu comme si vous preniez un zèbre dans la savane et que vous le mettiez en pleine ville. Ça perd tout son intérêt. Et lorsque Musset va apprendre que Sand est de retour sur Paris et que Pagello, c'est finito basta, il va essayer de se ramener. Sauf que la relation va être encore plus toxique et chaotique que jamais. À tel point que Sand va décider de se couper les cheveux. Et à l'époque, je peux vous assurer que se couper les cheveux pour une femme, c'était un acte très très fort. C'était comme si elle disait « je renonce à la vie ». Et d'ailleurs, elle avait des idées sacrément noires à cause de lui. En même temps, fallait se le farcir. Et en 1836, cette relation va s'arrêter totalement. Parce que quand Sand décide qu'une relation est terminée, elle est terminée. Il n'y a plus à revenir dessus. Quelques mois après de cette même année, elle va rencontrer Frédéric Chopin, un célèbre compositeur polonais. Un peu souffreteux lui aussi, c'est pas grave, plus jeune que Sand. C'est une romance domestique, on pourrait dire, qui fait du bien au cœur de notre romancière, qui retrouve le goût d'écrire, qui publie de nombreux ouvrages connus. Mais la relation finit au bout de quelques années, car Frédéric Chopin a le malheur de défendre Solange, la fille de Georges. Alors, je dis pas que je cautionne ça, hein. Je préfère vous prévenir tout de suite pour éviter les haters. Voilà, je dis juste que Frédéric a défendu Solange et que donc Georges ne l'a pas apprécié du tout et lui a dit de partir, de prendre ses petites partitions et de repartir dans sa contrée polonaise. George Sand était donc une femme éprise de liberté. Comme vous l'aurez compris, à chaque roman correspond à une période de sa vie, mais aussi à un amour qu'elle a eu, notamment pour rappel Alfred de Musset et Frédéric Chopin. Alors elle s'éteint paisiblement au manoir de Nohant le 8 juin 1876 à l'âge de 71 ans, assise dans une chaise en regardant les deux chênes qu'elle avait fait planter pour la naissance de Solange et Maurice, ses deux enfants. Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire passionnante mais aussi la vie tumultueuse de George Sand et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de la petite fabrique de l'histoire. Au revoir. Top.